On va évoquer évidemment un moment très attendu, c'est la chronique de Félix Panguero. C'est mon pognon, rien, c'est rien. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Le tournoi des destinations, un modèle en danger pour l'interrogation. On se posait la question, quel est le modèle économique du tournoi des destinations, Philippe Panguero? Le modèle économique, il est assez simple, il ressemble assez à celui des ligues à l'intérieur de chaque pays. En réalité, le modèle économique repose principalement sur les droits télé et sur les revenus sponsoring, puisqu'ensuite les revenus de billetterie et d'hospitalité reviennent directement à chaque fédération lors des réceptions de matchs. Donc si on parle des montants, pour être assez précis, la reversion à peu près annuelle par fédération, elle varie assez peu, puisqu'il y a 75% du montant fixe qui est reversé à parts égales des 6 nations qui composent ce championnat, cette compétition. Et puis il y a seulement 25% de la somme qui est variabilisée en fonction des performances sportives. Donc les écarts sont assez faibles. Les derniers chiffres connus, donc c'est ceux de 2018. À titre d'information, l'Italie avait reçu 19 millions d'euros pour leur participation au tournoi, et l'Irlande qui avait gagné l'édition avait reçu 24 millions d'euros avec donc les primes au succès. Donc on peut considérer qu'en moyenne, une fédération qui participe au tournoi des destinations perçoit entre 20 et 21 millions d'euros de revenus fixes de la part de l'organisateur, la société commerciale Destination, tous les ans. Et effectivement, donc voilà pour ces chiffres-là. Quels sont aujourd'hui les points forts et les points faibles de ce modèle économique du tournoi des destinations? Les points forts, c'est leur stabilité, parce que c'est une compétition reconnue, qui a son image, qui a sa place dans les pays où elle se déplace et où les rencontres sont jouées. Donc on sait qu'on a aujourd'hui un modèle économique qui permet de faire vivre les fédérations de façon très significative, puisque à titre informatif, pour la Fédération française de rugby, le 6 Nations, entre les revenus perçus par l'organisateur en direct, plus les revenus générés par la fédération, par ses recettes de billetterie, ses sponsoring directs, etc., c'est quasiment 50% de l'économie annuelle de la Fédération française de rugby. C'est monstrueux. À l'échelle de plus petites fédérations comme l'Écosse, où il n'y a que 40 000 licenciés, le Pays de Galles, où il n'y a que 80 000 licenciés, et beaucoup moins de clubs, forcément, ça pèse encore plus lourd. Donc le rugby de ces pays-là repose sur l'économie du 6 Nations, mais l'enjeu, c'est la stabilité, notamment, le côté positif. Oui, le côté positif, c'est la stabilité et la sécurité de ces montants-là qui sont avérés et qu'on maîtrise dans le modèle économique tel qu'on le connaît aujourd'hui. La fragilité et la limite, c'est en effet les relais de croissance. Et c'est en ça qu'on va regarder très attentivement l'arrivée du fonds d'investissement CVC, qui, je pense, va avoir pour objectif à très court terme de changer des choses dans le modèle, que ce soit dans la compétition, dans la façon de le vendre, parce que eux, ils vont se payer sur les revenus commerciaux. Et les revenus commerciaux, à la vue de la valorisation qui a été établie pour cette compétition, il faut qu'ils augmentent. Donc, il faut qu'ils augmentent à 2 niveaux. Au niveau des droits télé, d'une part, et puis au niveau des revenus marketing. Donc, pour que les revenus marketing augmentent, il faut augmenter l'audience. Justement, tu vois, tu anticipes ma troisième question. Est-ce qu'on peut s'attendre à une réforme majeure du tournoi des destinations? Et puisqu'on parle vrai sur Sud Radio, tu connais l'adage et le slogan. Sur quel genre de réforme tu parierais, toi? Alors, il y a une réforme qui concernera peut-être directement le Est-ce qu'il faut modèle s'attendre à une réforme déjà, d'après toi?
Pour moi, oui, il faut s'attendre à un chamboulement. Je l'ai dit plusieurs fois ici, mais un chamboulement du modèle du rugby tel qu'on le connaît aujourd'hui, et notamment cette frontière nord-sud, avec ces championnats séparés, ces différences de calendrier. Pour moi, les différents fonds qui sont rentrés au capital des différentes sociétés du rugby du Nord et du Sud vont réussir à se mettre autour de la table pour imposer à World Rugby et aux différentes fédérations une harmonisation du calendrier qui laisse des fenêtres ouvertes pour créer des choses beaucoup plus événementielles. On peut penser à des tournées des Lions britanniques contre de nouvelles sortes de Lions, peut-être les Lions de l'hémisphère sud, peut-être d'autres sélections. Enfin, de toute façon, il faut rajouter soit des compétitions, soit des événements ponctuels à ce qui existe aujourd'hui. Ça a été dit, hein, c'est pas caché. Il y a une vraie volonté. Il y a le sujet de la fameuse Coupe du Monde des clubs qui est revenu sur la table régulièrement. Mais pour que ce soit cohérent et que d'un point de vue marketing, ce soit un bon produit, il faut que ça se joue dans de bonnes conditions. Et c'est-à-dire que les équipes du Nord et du Sud qui y participent soient sur un pied d'égalité, soient au même moment de leur saison, chacune de leur côté, pour que ça ait de la cohérence. Donc on peut s'attendre à un chamboulement du calendrier mondial. Et concernant le 6 Nations, on peut imaginer plein de choses. Je ne crois pas à un resserrement de cette compétition, c'est-à-dire éventuellement à ressortir l'Italie parce que ça fait débat régulièrement, mais je crois plutôt à une compétition qui peut évoluer en Europe en intégrant de nouveaux pays qui peuvent s'éveiller au rugby, où il y a de l'audience, où il y a des marchés à aller chercher en termes de sponsors. On peut imaginer peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, à horizon de 3 ou 4 ans, que la Russie puisse rejoindre une compétition de ce type. Après, les autres pays, pour moi, sont plus loin. L'Allemagne, l'Espagne, on est encore un peu trop loin. Mais l'idée, ça va être en tous les cas pour CVC d'optimiser les droits. Pour optimiser les droits, il faut optimiser l'audience. Donc, on peut en effet un peu rajeunir dans les pays qui composent déjà cette compétition, mais ça suffira pas. Question d'un auditeur, Julien du 34. Oui, bonsoir Philippe, Julien du 34. Je voulais te poser ma première question qui n'est pas du tout sur ça, mais sur la bulle sanitaire. Donc la question que je me posais, c'était qu'ils étaient à Nice, les Français, l'équipe de France, dans la bulle sanitaire, c'est-à-dire encadrés, personne ne voyait l'extérieur pour notamment pas avoir ce corona ou autre, et contaminé. Mais le fait qu'on ne crée pas un tournoi où c'est sur un lieu pendant tout le tournoi identique avec les hôtels autour et qu'on reste sur le même lieu, comme ça on est enfermé dans une bulle encore plus, et de se déplacer dans les pays, et que tu vas dans un hôtel par exemple là en Italie, donc forcément il y a des employés dans cet hôtel qui rentrent chez eux le soir mais qui reviennent et côtoient les joueurs. Je n'arrive pas à comprendre cette bulle sanitaire. Et ma deuxième, c'est est-ce que d'abord, réponds si tu veux, Philippe, parce qu'après, j'ai peur qu'avec deux questions, tu sois débordé. Ouais, c'est vrai, je suis assez terre à terre. Il faut faire vite parce que les joueurs reviennent sur le terrain à Clermont, messieurs. Alors, très rapidement, cette bulle sanitaire, en effet, elle a ses limites. On voit que l'Italie est pas confinée. On regarde sur les réseaux sociaux, les journalistes français sont dans les bars. Les bars sont ouverts, les restaurants sont ouverts, et ils ont beaucoup de chance d'avoir une vie sociale à Rome ce week-end. Mais en tous les cas, c'est sûr que ça n'a aucun sens d'être très strict en France dans un modèle qui sera différent sur tous les déplacements qu'aura à faire l'équipe de France. D'accord, merci. Et la deuxième question, Julien la deuxième question, c'était sur le niveau sanitaire aussi, si admettons c'est bien géré. Si c'est le cas, cette année, est-ce que ça peut renforcer le rugby européen? En tous les cas, ça l'affaiblira moins. Le renforcer, non, puisque les acteurs comptent déjà sur ces recettes-là. Donc, c'est pour ça est-ce que le fait de pas faire une bulle sanitaire, mais par exemple si ça se passe parfaitement bien sans cas positif au sein de la compétition, ça peut donner du crédit au tournoi destination? Ah non, ça peut faire que du mal, ça peut pas faire du bien. De toute façon, les gouvernements regardent ça de près.
on attend un sans faute. Donc s'il y a un sans faute, tout le monde dira c'est tant mieux parce qu'on vous a autorisé à jouer sous ces conditions-là. Et par contre, si ça dérape en cours de compétition, ce sera un point négatif pour l'organisateur. Mais je ne crois pas qu'on puisse en sortir par le haut. Eh bien, très bien, merci beaucoup Philippe Spanghero, donc pour la chronique économique autour du rugby et du sport tous les vendredis à la mi-temps du match de Top 14. On se retrouve à la fin de cette rencontre pour faire les pronos des parieurs Sud Radio Sport Rugby.